Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Estelle Durand. Direction La Vallée, en Charente-Maritime, pour une terrible affaire d'héritage. Au cœur de ce drame, il y a Estelle Durand, 45 ans. Tourmentée et fragile, elle tente de se reconstruire après une vie remplie d'épreuves. Et puis il y a Loïc, son frère. Il ne s'entend pas avec elle et il lui reproche ses mauvaises fréquentations. Et enfin, il y a une maison. Estelle veut la vendre, mais Loïc, lui, s'y oppose catégoriquement. Alors quand en septembre 2016, Estelle se volatilise sans laisser de traces, tous les regards se tournent vers son frère cadet. Loïc a-t-il quelque chose à voir avec cette disparition ? La réponse dans ce podcast inédit de Chroniques criminelles. Lundi 5 septembre 2016, en plein milieu de la nuit. Un homme essaie de reprendre ses esprits. Des images violentes tournent en boucle dans sa tête. Derrière les murs de cette maison, il vient de commettre l'irréparable. C'est l'épilogue d'une affaire hors norme sur fond de haine, de rancœur et d'instinct criminel. Voici l'histoire d'une tragédie familiale. Tout commence à La Vallée, un petit village typique de Charente-Maritime, niché en plein cœur des marais. Dans les années 70, André Durand s'installe avec sa femme dans cette maison qui appartient à sa famille depuis des générations. Le foyer est modeste, mais le couple est comblé par la naissance de plusieurs enfants. Il y avait les parents Durand, qui avaient donc 3 enfants, donc Stéphane Durand qui était l'aîné, Loïc Durand et Estelle Durand. Anne Glaudet, avocate des parties civiles. Alors madame était cantinière et monsieur travaillait à la brigade militaire de Rochefort. C'était quelqu'un qui était très impliqué, monsieur, notamment dans la vie de la commune, puisqu'il a travaillé à la mairie et qu'il était apprécié de tous. Stéphane Durand est l'aîné de la fratrie. Il a aujourd'hui 53 ans et il garde le souvenir d'une enfance heureuse. Mes parents se sont toujours bien entendus. C'était certes pas évident tout le temps parce que les revenus n'étaient pas très, très élevés. Stéphane Durand, frère d'Estelle. Mais on n'a jamais manqué de rien et on a toujours été choyés. Les 3 enfants grandissent dans des conditions idéales. La maison, située à l'entrée du village, est bordée de ruisseaux et entourée de champs à perte de vue. De quoi faire les 400 coups. Et avec le temps, c'est surtout leur attachement à cette demeure qui unit la fratrie. La maison de la Vallée a été construite, vraiment, véritablement, des mains du papa Durand. Et il avait vraiment à cœur que quand il partirait, ses 3 enfants puissent bénéficier d'un toit. C'était vraiment ce qui lui importait. La résidence de la Vallée est le socle de toute la famille. Elle est le lieu des retrouvailles, des moments de bonheur qui ont marqué Isabelle, la femme de Stéphane. En fait, cette maison, elle regorge plein de bons souvenirs. Je revois ma belle-mère dans la cuisine, nous préparant sa fameuse tarte au citron. Isabelle Durand, belle-sœur d'Estelle. Je revois mon beau-père installé sur le canapé avec Stéphane, Loïc, s'écriant de joie devant un match de foot. C'était vraiment une maison pleine de vie. À l'âge adulte, les enfants Durand prennent des chemins différents. Stéphane embrasse une carrière militaire, Estelle espère devenir judoka, et Loïc, le petit dernier, enchaîne les missions en intérim. Puis ils fondent tous une famille, mais toujours dans la région.
et ils continuent de se réunir dans la maison de leur enfance pour les grandes occasions. Mais alors qu'ils ont la quarantaine, cette vie de famille heureuse est sur le point de voler en éclats. En 2015, ils perdent coup sur coup leurs parents. Le papa est décédé il y a peu de temps. Cette maison est l'objet de la succession entre les 3 enfants et chacun participe à l'entretien de cette maison. Et Estelle a grand plaisir à aller passer des moments là-bas dans cette campagne puisqu'elle habite normalement à Saintes. Estelle vit à moins d'une demi-heure du village, alors elle s'y rend régulièrement. Ses frères y viennent aussi à tour de rôle, car cette maison reste le symbole de leur histoire. Pourtant, elle est sur le point de devenir le théâtre de tous leurs malheurs. Un an après le décès des parents Durand, le lundi 5 septembre 2016, Estelle prévient ses proches qu'elle part quelques jours à la Vallée. Et elle a justement proposé à Daniel, son compagnon, de la rejoindre le lendemain. Daniel avait prévu d'arriver le matin en compagnie de sa sœur, accompagné par sa sœur. Stéphane Manka, journaliste spécialiste des faits divers. Pour retrouver Estelle dans cette fameuse maison. Donc il arrive sur les coups de 10 heures à la maison familiale et ce qui l'étonne, Francesca Sata, avocate des parties civiles. C'est que tous les volets de la maison sont fermés et qu'il tambourine à la porte et que personne ne répond. Ils font le tour de la maison, ils regardent par la véranda s'ils voient la trace de quelque chose, ils frappent, mais vraiment il y a aucun signe d'Estelle. Et donc à ce moment-là, n'obtenant toujours pas de réponse, Daniel décide d'appeler les pompiers. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Parce qu'il redoute que Estelle ait eu un accident domestique, qu'elle ait fait un malaise à l'intérieur et qu'elle ne soit pas en mesure de répondre. Très vite, les pompiers arrivent sur place. Ils forcent un volet pour rentrer dans la maison. Puis ils fouillent toutes les pièces à la recherche d'Estelle. Tout est à sa place. Il n'y a pas effectivement de désordre, de chaises renversées, de tables cassées ou autre. Aucune perturbation des lieux, je dirais, inquiétante. Il n'y a pas Estelle. Estelle n'est pas dans la maison. Et surtout, en rentrant dans la chambre, il constate que le lit n'est pas défait. Donc, visiblement, Estelle Durand, qui devait venir sur place la veille au soir, n'a pas dormi à cet endroit. Étrange. Son absence est incompréhensible pour Daniel. Mais il espère que Tom, le fils unique d'Estelle, aura des nouvelles. À ce moment-là, il a tout juste 22 ans. Il ne vit plus chez sa mère, mais il en est resté très proche. Daniel m'a appelé, il m'a dit que ma mère n'était pas là ce jour-là. Tom, fils unique d'Estelle. Que tout était en ordre, enfin rien n'avait disparu, il n'y avait pas ses affaires, et puis ça s'était volatilisé comme ça, sans donner de nouvelles. Tom l'appelle à son tour, mais pas de réponse. Il décide de se rendre aussitôt chez sa mère. Elle vit dans le quartier des Boifiers, sur les hauteurs de la ville de Saintes. Et là, surprise, l'appartement est vide lui aussi, et nouvelle surprise, le lit n'a pas été défait. Et donc là, l'inquiétude monte fortement. Et c'est la raison pour laquelle, à ce moment-là, il contacte donc son oncle, Stéphane Durand. Stéphane panique lui aussi. Alors il appelle Estelle en boucle, 1 fois, 2 fois, puis 3. Et il laisse des dizaines de messages. Elle n'a répondu ni à mes textos, ni à mes coups de téléphone. Je m'inquiète beaucoup, mais je voulais pas me l'avouer. Je me disais vraiment que c'est pas possible. Enfin, je préférais pas m'avouer qu'il s'est passé quelque chose de grave, même si je le pensais, je le craignais fortement. Les proches d'Estelle espèrent qu'elle va finir par se manifester. Mais la nuit passe et elle ne donne toujours pas signe de vie. Le mystère s'épaissit et l'inquiétude monte d'un cran. Le lendemain de sa disparition, Tom et son oncle Stéphane alertent la gendarmerie. C'est l'adjudant-chef Monjou qui recueille leurs témoignages.
Donc on a en face de nous Tom qui pleure, qui nous dit c'est pas normal. Adjudant-chef Monjou, commandant de brigade de Saint-Porcher. Ma mère m'appelle très souvent, de manière quasiment quotidienne. Là, depuis dimanche ou lundi, il n'a plus de nouvelles de sa mère. Je prends cette disparition comme très inquiétante. C'est là que Tom livre une information aux gendarmes. Quand sa mère se rend à la vallée, dit-il, sa meilleure amie, Émilie, vient en général la récupérer à l'arrêt de bus. Pour s'en assurer, l'adjudant-chef Monjou décide de l'interroger. Les gendarmes me demandent si elle est bien arrivée à la vallée. Et effectivement, je suis allée la récupérer le lundi soir. Émilie, meilleure amie d'Estelle. Elle était bien chez elle avec son sac à main et son gros sac de voyage vert, comme d'habitude, toujours les mêmes affaires. Et après, une fois qu'elle est là-bas, elle avait que son petit programme de prévu, c'était se mettre devant sa petite émission télé. N'oubliez pas les paroles de Nagui, c'était une émission qu'elle adorait. En apprenant la disparition de son amie, Émilie est affolée. Et elle part à son tour à la recherche d'Estelle. Je me vois même le soir, moi, à ma débauche, faire un petit crochet je passe devant la maison et j'ai remonté les marais en essayant de chercher son sac de voyage parce que il n'y avait plus rien en fait. C'était comme si Estelle était partie au final parce qu'il n'y avait pas son sac à main, il n'y avait pas son sac de voyage. Et donc je suis passée dans les marais en essayant de trouver un sac et je l'appelais. Je criais « Estelle, t'es-elle ? T'es où ma tételle ?» Oui. Aucune réponse. Estelle semble s'être volatilisée. Émilie est bouleversée. À ce stade, tous les scénarios sont possibles. Et si en réalité, il était déjà trop tard pour la retrouver ? Car les gendarmes s'apprêtent à découvrir qu'elle est une femme imprévisible et tourmentée. Au 3e jour de recherche à la vallée, les enquêteurs s'activent. Et pour percer le mystère de la disparition d'Estelle, ils veulent comprendre à qui ils ont affaire. Alors ils entendent en priorité ses proches, avec une seule question. Existerait-il une raison pour que cette femme de 45 ans ne donne plus signe de vie ? Ma mère, c'était quelqu'un de joyeuse, de très joyeuse. Estelle était très très dynamique, très chaleureuse. Isabelle Durand, belle-sœur d'Estelle. Très généreuse. On avait l'impression en fait qu'elle souriait avec son regard. Pour Noël, on se retrouvait tous et tous les enfants étaient là. Stéphane Durand, frère d'Estelle. On savait qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent et elle mettait un honneur à nous faire des cadeaux quand même. C'est quelqu'un qui a un cœur énorme. C'est ma meilleure amie. Voilà, pour moi, il n'y aura pas d'autre femme. Je peux avoir des bonnes amies, je pourrais en avoir, mais ma meilleure amie, c'est Estelle. Tous les proches décrivent une femme aimante. Les enquêteurs ne voient pas pourquoi elle les aurait abandonnés sans donner d'explication. Mais au fil des auditions, ils découvrent aussi son côté sombre. Estelle aurait-elle été rattrapée par de vieux démons ? En creusant un peu plus loin dans la biographie, dans la vie de la disparue d'Estelle Durand, les enquêteurs se rendent compte que tout n'était pas peut-être si scintillant. C'est aussi une femme qui a été très abîmée par la vie. Stéphane Manca, journaliste spécialiste des faits divers. Et qui a été, sur de grandes périodes, alcoolique, voire lourdement alcoolique. Cette dépendance à l'alcool pourrait bien être la clé de l'énigme. Joseph Agostini est psychologue et il nous explique comment Estelle a pu en arriver au point de mettre sa vie en danger. Estelle, c'est une petite fille pleine d'ambition. C'est une adolescente qui va faire sport-études, qui va aller en pension à Angoulême pour assouvir sa passion du judo. Joseph Agostini, psychologue. Elle veut devenir judoka. Mais à ce moment-là, elle a 19 ans et elle va faire la fête. Il y a un moment où ça a basculé. Anne Glaudet, avocate des parties civiles. Et malheureusement, elle est tombée dans l'addiction de l'alcool. Son rêve, devenir championne de judo, vole en éclats. Et c'est à partir de là que la jeune fille sombre. Les années passent. Estelle devient maman et elle élève Tom
du mieux qu'elle peut. Petit à petit, elle tente de reprendre sa vie en main. 5 mois avant sa disparition, elle entre en cure de désintoxication pour le plus grand bonheur de ses proches. Sauf qu'à la sortie, elle replonge. Et l'alcoolisme, c'est un véritable serpent qui tourne autour de sa proie. On s'en défait vraiment jamais, il est toujours là, autour. Le fait qu'elle n'ait pas su lutter contre cet alcoolisme, qu'un soir, seule, par exemple, elle ait trop bu et qu'elle se dise décidément je ne dompterai jamais mes démons. Il y a peut-être eu un désarroi, une angoisse, quelque chose d'un je n'y arriverai jamais, quelque chose d'un jamais plus. La thèse du suicide devient l'hypothèse numéro 1. À ce moment-là, le directeur d'enquête ordonne des battues de grande ampleur. Pour des raisons professionnelles, l'adjudant-chef a choisi de garder l'anonymat. C'est donc en toute discrétion qu'il nous fait part pour la première fois des recherches qu'il a supervisées. Donc les lieux étant isolés et avec une multitude de plans d'eau. Directeur d'enquête de la brigade de recherche de Saintes. Les premières recherches vont s'orienter avec des chiens de piste et des survols en hélicoptère. Vraiment, le coin s'y prête. C'est un endroit finalement assez humide, avec beaucoup de zones à risque. On fait des battues, les gendarmes quadrillent le terrain. Stéphane Boucher, journaliste, spécialiste des faits divers. Et on ne trouve absolument rien, absolument aucun indice qui puisse éclairer d'une façon ou d'une autre cette mystérieuse disparition. Mais de son côté, Tom, le fils d'Estelle, en est convaincu. Elle n'a pas pu vouloir en finir. Et cela pour une excellente raison. Il venait d'annoncer à sa mère la plus belle des nouvelles. Quand elle a appris qu'elle allait être grand-mère, elle était vraiment heureuse. Tom, fils unique d'Estelle. Elle l'a très bien pris, elle était vraiment heureuse de ça, quoi. Pour elle, c'était toute sa raison de vivre, en fait. Elle attendait que ça, la naissance. Et elle nous en parlait vraiment, c'était au plus profond d'elle-même. Elle voulait être grand-mère. C'est vraiment impossible qu'elle se souffle du mal d'elle-même. Dans son état d'esprit, c'était vraiment pas ça. Elle allait très bien, elle était vraiment heureuse. Enfin, elle avait repris la joie de vivre. Pour Tom, l'hypothèse du suicide ne tient pas. Il est convaincu qu'il est arrivé un drame à sa mère. Alors il décide de mener l'enquête lui-même. Il commence par appeler Loïc, le frère cadet d'Estelle. Il ne l'a pas encore sollicité car il vit à 1h30 du village. Et quand Loïc apprend sa disparition, il lui fait une révélation capitale. Loïc dit que oui, il a eu contact avec sa mère ce fameux 5 septembre, le soir où elle devait arriver dans la maison, qui se sont parlé au téléphone et que Estelle lui a demandé de lui ramener des clés parce qu'il serait parti avec des clés qui ouvraient certaines portes de la maison et pas d'autres. Et donc, un peu excédé, il serait venu le soir, assez tard finalement, lui amener ses clés et qu'il serait reparti un peu plus tard dans la nuit. Tom raconte cette conversation immédiatement aux gendarmes qui, évidemment, veulent entendre Loïc puisqu'il devient la dernière personne à avoir vu Estelle. Son témoignage risque d'être crucial. Lors de son audition, Loïc confirme. Il s'est en effet disputé avec Estelle pour une histoire de clés. Mais il est formel. Quand il a vu sa sœur à la maison de la Vallée, elle était en parfaite santé. Pourtant, sans le savoir, à ce moment-là, il est le témoin d'un événement qui pourrait bien bouleverser l'enquête. Ce qu'il va dire, c'est que ce soir-là, sa sœur Estelle n'était pas seule. Quand il arrive, explique-t-il, il voit un homme avec elle qu'il n'avait jamais vu, ni d'Ève ni d'Adam, et que visiblement le gars s'appelait Nanou ou Nano ou Nanou, quelque chose comme ça. Visiblement, ça serait un surnom. La faible description que nous fait Loïc de cet individu peut correspondre à une personne lambda. Adjudant-chef Monjou, commandant de brigade de Saint-Porcher. C'est un homme de type européen, un peu la peau mate. Il est âgé d'environ 45 ans, mais il intervient très peu dans les débats. Loïc va aussi faire comprendre que la présence de ce type le dégoûte un tout petit peu parce qu'il se dit « Ah ouais, ça y est, ma sœur est en train de reprendre les conneries », c'est-à-dire mauvaise fréquentation, alcool. Et donc là, il dit « Moi, j'ai pas envie de voir ça, je suis rentré chez moi ». En tout cas, forcément, l'attention à ce moment-là
des gendarmes et de tout le monde d'ailleurs, c'est qui est ce nanou, qui est ce type qui est venu. C'est le point de départ d'une nouvelle recherche. Pour les gendarmes, cet inconnu devient leur suspect numéro 1. Est-ce que ce nanou aurait pas passé la suite de la soirée avec Estelle à boire plus que de raison? Est-ce que c'est un individu avec lequel elle serait disputée? À ce moment-là, les choses auraient mal tourné, il aurait pu lui arriver malheur. Les gendarmes interrogent tour à tour les proches d'Estelle pour tenter d'identifier ce nanou. Mais l'enquête s'annonce difficile. On n'a qu'un surnom, on n'a pas d'adresse, pas de domicile, pas de fréquentation, pas de numéro de téléphone. Je me souviens que l'adjudant nous a demandé si on connaissait un certain Nano, un grand. On connaissait peu de relations à Estelle, enfin ses relations sur Sainte en tout cas. Ce Nanou, nous ne le connaissions pas, non. Quand on me dit qu'elle aurait été en présence de cette personne, pour moi, non, c'est inconcevable. Émilie, meilleure amie d'Estelle. Parce qu'elle m'aurait pas caché ça, surtout pour quel intérêt de me cacher l'avenue d'une connaissance, non. Personne n'a jamais rencontré ce fameux nanou. Et Émilie en est certaine, si sa meilleure amie attendait de la visite, elle l'aurait su. Estelle se serait-elle mise en danger avec un inconnu alors qu'elle était censée reprendre sa vie en main? Elle est introuvable et le mystère reste entier. Sauf qu'une découverte terrifiante est sur le point de secouer toute la région et de donner à l'enquête une nouvelle direction. Samedi 10 septembre, 5 jours après la disparition d'Estelle, les battues ont cessé. Mais un événement vient relancer toute l'affaire. On est à 5 km à peu près du village de la Vallée, dans un coin qui s'appelle, une localité ou un hameau qui s'appelle Saint-Hippolyte. Et il y a une dame qui fait du vélo avec sa petite fille et qui doit s'arrêter parce qu'elle a un petit problème technique de dérailleur. Et là, tout de suite, elle sent comme une odeur pestilentielle, mais quelque chose de vraiment très écœurant, quoi. Et elle va chercher à savoir d'où vient l'odeur. Francesca Sata, avocate des parties civiles. Parce qu'elle est tout à fait particulière, cette odeur. Elle s'approche et elle voit ce qui semble être clairement un morceau de barbac, quoi. Un morceau de barbac de une quinzaine, une vingtaine de centimètres de hauteur sur à peu près 1 mètre de long. Elle n'arrive pas trop à identifier ce que c'est. En tout cas, il y a toujours cette odeur épouvantable de pourriture qui règne à cet endroit. Et elle va dire tout de suite à sa petite fille, il faut qu'on parte de là, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas ça sent très mauvais, partons de cet endroit-là. Sur le chemin du retour, cette grand-mère cogite. Cette vision d'horreur la hante toute la nuit, au point d'en faire des cauchemars. Alors, tôt le matin, elle décide de retourner sur place pour se faire une idée. Coup de chance, elle tombe sur un ami à elle qui est chasseur. Et donc, ils vont ensemble à l'endroit où elle a aperçu cette masse noirâtre et où elle a senti cette odeur absolument épouvantable. Stéphane Boucher, journaliste, spécialiste des faits divers. Et là, plus de masse noirâtre. En tout cas, ce qu'elle avait vu la veille a disparu. C'est troublant, car elle en est sûre, c'est bien ici, sous des branchages, qu'elle a fait hier sa découverte. Les deux amis décident alors de jeter un œil aux alentours. Ils inspectent un peu la brave dame et son ami chasseur et ils tombent sur des os. Des os plus ou moins calcinés, en partie calcinés. Et ces os vont le frapper tout de suite parce que là, il est formel. Stéphane Manca, journaliste, spécialiste des faits divers. Dis-moi, je connais tous les animaux de la région. Ce ne sont pas des os en fait d'animal sauvage ou quoi que ce soit. Et donc, s'il ne s'agit pas d'un animal, c'est nécessairement des os humains. Aussitôt, ils appellent les gendarmes qui gèlent la scène dès leur arrivée. Pour les experts, aucun doute possible, il s'agit d'un squelette humain. Une analyse est demandée en urgence pour comparaison avec l'ADN de la disparue. Et le résultat tombe le soir même. Ce qui reste en réalité de sang humain ne laisse aucun doute.
Il s'agit de celui d'Estelle. Là, on passe de la simple disparition de personnes majeures à un scénario de film d'horreur. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces ossements? On peut penser que le corps a été démembré. Donc là, l'enquête change totalement de dimension et on passe d'une disparition inquiétante à un crime absolument épouvantable. Estelle aurait donc été assassinée et à seulement quelques kilomètres de chez elle. Pour les gendarmes, c'est peut-être dans cette maison de famille que le drame se serait noué. Mais souvenons-nous que quand même la maison était impeccable, que rien ne dépassait, tout était nickel chrome comme on dit. Et les enquêteurs vont donc appliquer du Blue Star. Le Blue Star, c'est ce produit chimique qui permet de révéler des traces de sang, même quand elles ont été effacées. Il y avait du sang en grande quantité. Directeur d'enquête de la brigade de recherche de Saintes. Avec des éclaboussures, on a également retrouvé quelques traces de doigts ensanglantés sur les murs. Le Blue Star révèle une mare de sang au niveau du seuil de la chambre parentale au rez-de-chaussée. Adjudant-chef Monjou, commandant de brigade de Saint-Porcher. Puis qu'ensuite le corps a été traîné du salon en passant par la cuisine et en repartant par la véranda. Ce qui peut laisser supposer qu'il y a eu un échange de coups et une scène violente. Les découvertes des gendarmes ne s'arrêtent pas là. Ce havre de paix qui appartient à la famille depuis des générations a visiblement été le théâtre des pires atrocités. En fin de compte, en sortant de la maison, en face de la porte de la véranda, donc il y a un petit amas de végétaux. Et lorsqu'on cherche un peu plus loin, on défait cet amas de végétaux et là on voit un brûlot que l'on estime assez récent. Ce brasier, qu'est-ce qu'on en voit? On voit qu'il y a de la suie, c'est calciné. Et en cherchant, avec un bâton, on découvre un os. Et puis après, plusieurs ossements dans ce brûlot. Et détail absolument sordide, c'est qu'en fait, c'est à la place du bac à sable où les trois frères et sœurs jouaient quand ils étaient enfants. Et la confirmation est sans appel. Les ossements retrouvés dans le brasier appartiennent bien à Estelle. Là, on rentre dans quelque chose d'absolument monstrueux. Ces ossements qu'on retrouve un peu comme un jeu de piste macabre, c'est proprement effrayant. Ces découvertes, c'est la stupéfaction. Tout le monde est dans l'émoi. Que s'est-il passé dans cette maison? Qu'est-il arrivé d'Estelle? Le tueur aurait donc cherché à faire disparaître le corps d'Estelle en le brûlant pour effacer les traces de son crime. Puis il aurait ensuite dispersé les morceaux de son cadavre. Les enquêteurs s'apprêtent à faire cette annonce terrible à la famille. En particulier à Tom, qui depuis le début espère retrouver sa mère vivante. J'ai appris ça par un message que ma mère était décédée à 8h du matin, donc je voulais pas le croire. Je me suis dit, c'est un cauchemar, c'est pas possible. Tom, fils unique d'Estelle. Je me suis dit, c'est pas possible, donc faut que je me réveille. J'étais très proche de ma mère, justement, donc c'était vraiment mon pilier, mon soutien, quoi. Donc, et puis voilà, elle est de grand-mère, donc ça m'a vraiment détruit. On est dans un autre monde, quoi. C'est irréaliste. Stéphane Durand, frère d'Estelle. Pour moi, c'était irréaliste qu'une telle chose ait pu se produire dans la maison de mes parents, enfin dans notre maison. Et Stéphane m'a envoyé un SMS en me disant « Ma sœur a été retrouvée ». Isabelle Durand, belle-sœur d'Estelle. Avec 3 points de suspension morte. Là, je revois Estelle, son sourire. Mais la famille n'est pas au bout de ses peines. Les gendarmes doivent l'informer que le corps d'Estelle n'a pas été retrouvé entier. Donc ils nous apprennent en fait que
que son corps aurait été démembré. Excusez-moi, j'ai du mal à dire ça, c'est quelque chose qui, pour moi, encore est... Émilie, meilleure amie d'Estelle. Et là, c'est totalement irréel, on est dans le macabre au plus. Enfin, j'arrive pas en fait à assimiler la chose à ce moment-là et je crois que je l'assimile toujours pas aujourd'hui. C'est quelque chose qui est pas pensable. C'est pas pensable. Les proches d'Estelle sont dévastés. Et c'est toute la région qui est sous le choc. Des morceaux du corps ont été disséminés comme un jeu de pistes macabre. Tout le monde espère que ce dangereux criminel sera rapidement arrêté. Au lendemain de la découverte du corps, les gendarmes reprennent leurs investigations. Et ils commencent en priorité par une enquête de voisinage. Car avec ce brasier dans le jardin, ils s'étonnent que personne n'ait signalé de flammes pendant la nuit. La voisine la plus proche, même elle, n'a vu ni feu, ni n'a eu à subir d'odeur. Stéphane Manka, journaliste spécialiste des faits divers. Mais elle va avoir un souvenir tout de même de cette soirée. Elle a entendu une sorte de dispute dans le jardin, des éclats de voix entre Estelle, sa voisine qu'elle connaît, et quelqu'un. Il va dire, voilà, elle était au téléphone, je l'entends hurler, ok, tu es mon frère, mais tu me dois le respect. Et cette phrase, ce petit détail... Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Qui avait échappé jusque-là aux enquêteurs, va donner une toute autre dimension à cette affaire. Les enquêteurs font le lien avec les déclarations de Loïc. Il avait expliqué s'être emporté avec sa sœur au sujet des clés. Mais la dispute serait-elle allée plus loin? Pour le savoir, les gendarmes s'intéressent de plus près à son parcours et surtout aux relations qu'il entretenait avec sa sœur. Loïc a 40 ans. Il vit près de Niort, à plus d'1 heure et demie de la vallée. C'est ici qu'il s'est installé il y a une quinzaine d'années. Loïc va très vite faire sa vie en fait avec une fille qu'il a rencontrée jeune, avec qui il va avoir assez vite un enfant. Lui qui croyait être dans un schéma extrêmement simple, je vais bosser, j'ai un enfant, madame est à la maison, madame en fait, elle va le quitter. Il était abasourdi, en fait, il était complètement anéanti, ça a été très très compliqué. C'est la mère de son fils, je pense qu'il y tient encore beaucoup. Ce sont des accros de la vie qu'il a vécu de façon assez éprouvante. Émilie Sanson, avocate de la défense. Je pense même qu'à un moment donné, il était un peu en dépression. En l'espace d'1 an, Loïc perd ses 2 parents et sa femme le quitte brutalement. Les gendarmes découvrent qu'à ce moment-là, il prend ses distances avec la famille. On a recueilli plusieurs témoignages de la famille. Directeur d'enquête de la brigade de recherche de Saintes. Témoignages qui vont nous dire que l'entente entre Estelle et Loïc était orageuse. Il y avait parfois des mots plus hauts que les autres parce que nos divergences de point de vue, surtout par rapport au mode de vie de chacun, nous opposaient un peu. La relation entre Estelle Durand et Loïc Durand était animée par une forme, je ne crois pas me tromper, un peu de mépris, en tout cas de la part de Loïc à l'égard de sa sœur. Anne Glaudet, avocate des parties civiles. Sur le mode de vie qu'elle a pu adopter, et finalement elle n'avait pas droit au chapitre, elle valait pas grand-chose. Il y avait beaucoup de ressentiment de Loïc envers Estelle par rapport à son mode de vie, à son penchant pour la boisson, le fait qu'elle ramène des inconnus pas tous recommandables, et donc il y avait beaucoup de haine qui avait éclos entre les deux. Il considérait qu'il était illégitime quelque part. Francesca Sata, avocate des parties civiles. Qu'une autre personne que lui puisse habiter dans cette maison, et surtout pas Estelle.
Pour les gendarmes, c'est la maison familiale qui est à l'origine de la discorde. Loïc aurait souhaité la garder intacte, comme un sanctuaire, en hommage à leurs parents. Pour lui, Estelle aurait souillé leur mémoire en se livrant ici aux pires excès. Et il serait devenu impossible pour eux de s'entendre sur le devenir de cette maison. On s'est posé des questions forcément, puisqu'on était chacun propriétaire à un tiers de ce qu'on allait faire de cette maison. Stéphane Durand, frère d'Estelle. Loïc voulait absolument la garder, Estelle voulait la vendre. Moi j'étais au milieu, j'essayais de tempérer les choses. Estelle aurait souhaité la vendre parce qu'elle avait quand même des problèmes financiers pour essayer de se remettre à flot financièrement, ce à quoi Loïc était tout à fait opposé. Stéphane étant un peu en retrait, mais en tout cas, il y avait vraiment une animosité très forte entre Estelle et son frère cadet Loïc au sujet du devenir de cette maison. On a pu découvrir qu'il avait pris un rendez-vous avec sa banquière pour tenter peut-être de racheter l'appart de ses frères et sœurs. Adjudant-chef Monjou, commandant de brigade de Saint-Porcher. Il était très très épris et totalement opposé à la vente de cette maison. Mais sa demande de crédit est finalement rejetée. Une déception immense pour Loïc. D'ailleurs, les gendarmes apprennent qu'à partir de là, il aurait changé subitement et adopté un comportement étrange. Loïc était devenu tellement obsessionnel qu'il avait fini quelque part par marquer entièrement cette maison, comme si c'était son territoire. Ce qu'il ne supporte pas chez Estelle, c'est qu'elle embarque des choses pour chez elle. Si bien qu'il va mettre des mots un peu partout, en disant « ne pas toucher ». Ça, ne pas toucher. En fait, il y en avait partout. Il y avait des post-it partout dans la maison. Isabelle Durand, belle-sœur d'Estelle. Sur les meubles, sur les murs, sur les radiateurs, sur les portes, pour des objets qui avaient soi-disant disparu. Et on s'est demandé ce qui lui était passé par la tête de mettre des post-it partout. Je dirais qu'au moins 200 à 300 morceaux de papier recouvraient les différents objets présents dans l'habitation. L'idée de perdre non seulement cette maison, mais même un couvert simplement de cette maison, ça le rend fou. Il est devenu complètement fou. Tous ces bibelots auxquels Loïc semble attaché n'ont en réalité aucune valeur financière. Mais cette maison serait devenue en quelque sorte un temple sacré, et il en serait le seul gardien. Sur certains messages, il dit où est la machine à coudre, par exemple. La machine à coudre, c'est quelque chose qu'Estelle a ramené chez elle, à Saintes. C'est pas important, une machine à coudre. Il n'y a pas de raison de garder la machine à coudre de la grand-mère dans la maison de la vallée. Mais pour Loïc, ça manque. C'était la place de la machine à coudre. Alors à la place de la machine à coudre, il met machine à coudre. Une querelle sur fond d'héritage serait donc au cœur de l'affaire. Pour les gendarmes, Loïc pourrait avoir un mobile, éliminer sa sœur pour empêcher la vente de la maison et préserver la mémoire de leurs parents. Alors ils veulent l'interroger. Et le 14 septembre 2016, 9 jours après la disparition d'Estelle, les enquêteurs vont l'interpeller à son domicile. Au petit matin, dès 6h, donc on met en place une opération. Donc nous arrivons à Réfane, Loïc est présent. Il était dans son canapé, en train de dormir. Et là, on lui notifie ses droits. Lorsqu'on lui dit qu'il est placé en garde à vue pour le meurtre de sa sœur, lui, il est sans réaction. Il est là, il clame même pas son innocence, il dit rien. Loïc est emmené directement en salle d'interrogatoire. Les gendarmes ont maintenant 48 heures pour le faire parler. Dans un premier temps, ils le confrontent à la déclaration de la voisine. Le ton serait-il monté plus qu'il n'a bien voulu l'avouer ce soir-là? Il va répéter ce qu'il a dit jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'il est venu ce soir-là. Stéphane Boucher, journaliste, spécialiste des faits divers. Qu'il y a eu une sorte de dispute, qu'il a peut-être dit qu'il allait lui mettre sa main en travers de la figure. Mais en tout état de cause, il va déclarer qu'il est parti et que sa sœur était en bonne santé et qu'elle était toujours en compagnie de Nano ou Nanou. Problème, le fameux Nano reste introuvable. Les enquêteurs se demandent si leur suspect n'a pas inventé cette histoire pour brouiller les pistes. Mais Loïc ne capitule pas.
Alors les gendarmes passent à la vitesse supérieure. Ils ont en main la preuve de son passage au péage, la nuit du crime. Et l'heure de son retour les intrigue. Dans sa première déclaration, Loïc Durand va nous expliquer qu'en fait, il est juste venu rendre les clés de sa sœur, qu'il s'explique avec elle et qu'il est reparti. Mais le problème, c'est que s'il dit être resté quelques minutes uniquement pour cette histoire de trousseau de clés, on devrait le voir repartir dès grand maximum 23 heures. Or Loïc rentre bien plus tard dans la nuit, à 5 heures du matin. On lui dit, mais qu'avez-vous fait? Mais c'est pas possible, vous avez discuté pendant 5h30. Et là, il commence à changer, à modifier ses déclarations. Il nous dit, non, j'ai discuté pendant 2 heures avec ma sœur, où le ton est monté, il a fallu que je fasse un break. Donc je suis parti marcher. On voit que Loïc ne lâche rien. Il dit qu'il est innocent, qu'il n'a rien à voir avec la mort de sa sœur. Il dit, est-ce que vous me voyez démembrer le corps de ma propre sœur? Et donc ça paraît tellement inconcevable que pour les enquêteurs, c'est un petit peu l'impasse, parce qu'on n'arrive pas à le faire craquer. C'est une course contre la montre. Si Loïc campe sur sa version, les gendarmes risquent de voir le suspect leur échapper à la fin de la garde à vue. Et il ne leur reste plus que 12 heures pour le faire parler. Ils décident donc de changer de stratégie. Aussitôt, ils suspendent l'interrogatoire et demandent l'intervention en urgence de la brigade cynophile. En lui faisant sentir un vêtement de Loïc, le chien arrivera-t-il à détecter sa présence sur la scène de crime? C'est l'opération de la dernière chance. Nous avons l'idée de faire venir un chien renifleur, un chien piste, pour éventuellement voir si son odeur est présente, non pas à la maison de la vallée, mais bien présente sur les lieux de la découverte d'ossements calcinés vers Saint-Hippolyte. Que le chien, avec la seule odeur de Loïc... Anne Glaudet, avocate des parties civiles. Il marque vraiment un arrêt à l'endroit où les ossements ont été posés, qui s'avéraient être les os d'Estelle. Et là, c'est un peu le coup de génie de cette enquête, quelque part, parce que là, on a quand même un début de scénario, à savoir que Loïc était avec sa sœur et qu'il l'a sans doute prise en charge dans sa voiture et qu'on retrouve son odeur à l'endroit précis de découverte des ossements d'Estelle. Il n'y a donc pas de doute. Loïc était présent sur la scène de crime. De retour à la brigade, les gendarmes en sont sûrs. Avec cette preuve accablante, ils tiennent leur suspect. Ils reprennent l'audition confiants. Mais Loïc a réponse à tout. Il nous dit, la mémoire lui revient. Et oui, effectivement, après avoir passé la soirée avec Estelle, je me suis bien arrêté quelques kilomètres plus loin parce que j'avais envie d'uriner. Et ça nous paraît d'autant plus bizarre que l'endroit où il a déclaré s'est arrêté pour uriner. Directeur d'enquête de la brigade de recherche de Saintes. Est à 3 km de la maison de la vallée et qu'il aurait pu uriner avant de partir. Et là, on lui dit, mais attendez, ça fait quand même beaucoup. Le chien renifle votre odeur près de cette découverte d'ossements calcinés de votre sœur. C'est délirant, ça n'a aucun sens. Il est ridicule à ce moment-là, il est ridicule. Loïc est catégorique, il est innocent. Mais avec son odeur identifiée près des ossements d'Estelle, le 15 septembre 2016, il est mis en examen pour meurtre. Pourtant, le dossier est loin d'être bouclé. Et Loïc Durand continue de nier. Alors, début juillet 2017, 10 mois après le meurtre d'Estelle, la juge d'instruction mise sur une nouvelle stratégie pour le faire craquer. Et là, la juge d'instruction va tenter un coup de poker en sortant Loïc de prison pour un simple transfert, et juste pour le ramener dans cette maison. Et je pense que, en tout cas c'est mon sentiment, que la juge d'instruction se disait que peut-être ça provoquerait un électrochoc. Donc on pénètre en comité restreint à l'intérieur de la maison. Adjudant-chef Monjou, commandant de brigade de Saint-Porcher. On lui fait voir toutes les pièces, d'abord du rez-de-chaussée. Et là, subitement, il demande à avoir un entretien avec son avocate.
Loïc est perturbé. Il se retire quelques minutes. Et là, il ressort, il dit oui, c'est bien moi qui ai tué ma sœur. Il est extrêmement ému. Émilie Sanson, avocate de la défense. Il est en pleurs. Il voit des photos de ses parents. Il est en pleurs à l'évocation de ce qu'il a fait. Il y aura une sorte chez lui de déblocage, comme si le fait de revenir dans cette maison Joseph Agostini, psychologue. provoquait en lui une possibilité de se regarder en face, de se regarder dans le miroir de ce crime. Loïc paraît enfin décidé à livrer sa version de cette dernière soirée avec Estelle. Et voici ce qu'il raconte. Ils font le tour de la maison, ils ont une discussion donc, sur les petits mots, sur les objets. Le ton est fortement monté, il y a eu des insultes, des reproches faits par l'un et par l'autre. Et c'est là, en fait, où il dit... Stéphane Minka, journaliste, spécialiste des faits divers. Là, d'un coup, ma sœur a été prise de furie. Et finalement, il a peur parce qu'il est un petit gabarit, lui. Sa sœur, c'est quand même une ancienne judoka, donc il en a peur. À ce moment-là, elle se met à être violente à son égard, elle se met à lui porter des coups. Donc, il se protège, espérant en fait tout simplement se défendre, puis partir. Mais la bagarre monte d'un cran. D'après Loïc, Estelle serait devenue incontrôlable. Et il dit, je la vois se précipiter vers un marteau qui se trouvait là. Il comprend que ça va vraiment dégénérer, que là, c'est plus les coups qu'il esquive, mais qu'elle va se servir du marteau à son encontre. Et là, il a peur. Et il dit, c'est presque comme un réflexe, je m'en suis emparé en premier. Elle tourne le dos à un moment donné. Francesca Sata, avocate des parties civiles. Et il semblerait qu'il lui assène un coup, un seul, c'est ce qu'il dit, sur la tête. Estelle s'effondre, et puis plus rien. Juste un filet de sang qui se répand sur le sol. Loïc en est sûr, sa sœur est morte. Il sort alors dans le jardin pour reprendre ses esprits. Le plus horrible dans cette affaire, finalement, c'est la suite du crime. C'est-à-dire comment un frère peut-il se débarrasser de telle façon du corps de sa sœur. Il dira à la juge, j'avais l'esprit embrouillé, j'étais pas claire. Loïc décide d'effacer toutes les traces de son crime. Il commence par traîner le corps de sa sœur dans le salon jusqu'à la véranda, pour la sortir ensuite dans le jardin. Et là, au milieu du bac à sable, il dépose Estelle sur un tas de bois. Il va asperger le corps d'un mélange d'huile et d'essence qu'il trouve dans le garage de la maison. Stéphane Boucher, journaliste, spécialiste des faits divers. Et là, il va allumer un brasier en pleine nuit et le corps de sa sœur va commencer à se consumer assez lentement. Et pendant la crémation, lui, il nettoie parfaitement la maison. Mais 2 heures plus tard, la combustion n'est toujours pas terminée. Loïc décide alors d'éteindre le brasier. Et à ce moment-là, il prétend encore que le corps est entier et qu'il va l'enrouler dans une bâche. Il décrit qu'il la met dans le coffre. À ce moment-là, il explique qu'il est allé mettre le corps à l'endroit où justement les ossements d'Estelle ont été retrouvés. Il la met dans un fossé, en fait, pas vraiment dissimulé d'ailleurs, il a dit plus ou moins sous des branchages, et il repart. Il prend la route et il arrive chez lui vers 5h30 du matin. Il boit un café et se présente à 9h à son travail, comme d'habitude. Dans la maison de la vallée, à la fin de son récit, Loïc paraît dévasté. Il dit qu'il n'a jamais souhaité en arriver là. Pour lui, c'est juste une dispute qui a mal tourné. Il ne recherchait pas la mort. Émilie Sanson, avocate de la défense. Dès qu'il est passé aux aveux, il a toujours
expliquer ça à la juge, que c'était un accident. Sauf qu'on ne le saura jamais parce que comme le corps a été disloqué et qu'on en a retrouvé quasiment rien, sinon des cendres et des os, on ne pourra jamais vraiment savoir ce qui s'est passé. Après 10 mois d'une enquête difficile, Loïc est enfin passé aux aveux. Un soulagement pour les enquêteurs. Mais ils doivent maintenant annoncer la nouvelle à la famille. C'est bien lui le coupable. Et jusque-là, les proches d'Estelle préféraient ne pas y croire. On est au cœur d'une tragédie familiale. J'ai vraiment pas de mots, sentiment de colère. Vraiment un sentiment de colère, parce que c'est quelque chose d'horrible, quoi. Faut vraiment être... Tom, fils unique d'Estelle. Être assez fou dans sa tête pour faire quelque chose comme ça, quoi. Surtout faire ça à sa sœur, faut vraiment être fou. Je ne sais pas si je pourrais un jour lui pardonner. Stéphane Durand, frère d'Estelle. Moi, en fait, depuis que je suis rentré en Charente-Maritime, j'ai perdu tout le monde. La famille se sent trahie. Pendant des mois, Loïc leur a menti avec ce fameux nanou imaginaire. Alors les proches ne croient pas à sa version. Selon eux, il les manipule encore. Il n'aurait pas tué sa sœur par accident. Ils en sont convaincus. Loïc voulait punir Estelle parce qu'elle salissait la mémoire de leurs parents. Loïc Durand, il s'était convaincu de ce qu'elle déshonorait la famille. Anne Glaudet, avocate des parties civiles. Parce qu'il considérait qu'elle occupait de la maison d'une mauvaise manière, en amenant des gens qui finalement faisaient n'importe quoi dans cette maison. Elle n'avait pas le droit de vivre. C'est son chez lui, c'est sa maison, et sa maison ne doit pas être souillée. Et donc tout ce qui peut souiller sa maison doit disparaître. Comme on jette, je dirais, les ordures à la poubelle, c'est un peu ce qui a été fait avec sa sœur. Francesca Sata, avocate des parties civiles. Il l'a brûlée au même endroit qu'on brûle les déchets végétaux, et il s'est débarrassé de ses déchets humains, de la même façon que l'on se débarrasse de poubelles. C'est vraiment des années d'animosité qui, à mon sens, ont permis ce passage à l'acte. Loïc Durand a-t-il tué sa sœur intentionnellement ? Ou est-ce un accident ? Ce sera au jury de trancher. Le 12 octobre 2020, 4 ans après la mort d'Estelle, le procès s'ouvre à la cour d'assises de Saintes. C'est une nouvelle épreuve pour les proches, qui depuis les aveux n'ont pas revu Loïc. Quand je vois Loïc dans le box des accusés, Isabelle Durand, belle-sœur d'Estelle. J'ai des frissons, j'ai la chair de poule, ça me fait peur. J'ai un petit peu de mal à le regarder. En fait, c'est comme si je voyais un étranger dans le... C'est plus quelqu'un de ma famille, quoi. Parce que c'est inconcevable qu'on puisse faire quelque chose comme ça dans une famille. Loïc Durand est jugé pour meurtre. Il encourt la perpétuité. Mais s'il convainc les jurés de l'accident mortel, il risque moins de 10 ans. Tout va donc se jouer autour de l'arme du crime, le fameux marteau avec lequel Loïc a tué Estelle. La maison à la Vallée est une maison très bien ordonnée, très bien rangée. Directeur d'enquête de la brigade de recherche de Saintes. Avec un grand atelier où tous les outils sont bien rangés au même endroit. En fait, ce qui est très très étrange dans la version de Loïc, c'est que lui qui met des post-it dans toute la maison pour noter le moindre objet manquant ou le moindre objet déplacé. Stéphane Manca, journaliste spécialiste des faits divers. Comment peut-il raconter que tout à coup, là, au milieu du salon, se trouve un marteau ? Et c'est pas un marteau, c'est pas un petit marteau, c'est un gros marteau. Là, ce marteau, il n'a aucune raison d'être là. Donc on peut imaginer, à un moment donné, que Loïc, lui qui avait les clés du garage, s'en soit saisi à ce moment-là quand il rend visite à Estelle. Mais pour l'avocate de la défense, le marteau était de toute évidence déjà sur la table avant l'arrivée de Loïc. Car Estelle aurait menacé son frère au téléphone de fracturer toutes les portes qu'il avait fermées. Et elle lui avait dit au téléphone, le 5 au soir, « Écoute, moi je vais les ouvrir, j'ai pas besoin des clés, à la limite je vais les ouvrir par mes propres moyens. »
je vais casser les serrures. C'est ce que Loïc comprend. Et donc, il y a une logique. Est-ce que ce marteau soit là aussi? Dans le box, l'accusé fait profil bas. Du bout des lèvres, gêné, il présente des excuses et il espère que la cour le croit sincère. Il a tué, dit-il, sa sœur accidentellement. Après 3 jours de débat, les jurés se retirent. Loïc les aura-t-il convaincus? Le 14 octobre 2020, le verdict tombe. Le jury rejette catégoriquement la thèse de l'accident et condamne Loïc Durand à 20 ans de réclusion criminelle pour meurtre. Une peine qui est loin de soulager la douleur de Tom. Je suis pas satisfait, de toute façon je le serai jamais. Que le verdict il a pris 20 ans, pour moi c'est pas assez. Je me réveille 10 fois par nuit, j'y pense toutes les nuits, ça m'a vraiment bousillé ma vie. Je tombe en dépression et heureusement que j'ai eu ma fille. Enfin, m'a vraiment sauvé la vie. Elle n'aurait pas été là, je sais pas ce que j'aurais fait. C'est un grand vide. Au jour d'aujourd'hui, enfin voilà, il n'y a pas une journée où je pense pas à elle. Et bon, ça, au final, je m'en sers un peu d'une force, c'est que souvent je me dis. Émilie, meilleure amie d'Estelle. T'es vivante, donc t'as pas le droit de te plaindre. Parce qu'il y a ma tételle qui est là à côté de moi et elle serait là à me dire non, t'as pas le droit de baisser les bras. Le fils d'Estelle et Émilie, sa meilleure amie, continuent d'avancer. La fille de Tom a aujourd'hui 5 ans et elle est sa raison de vivre. Mais pour toute la famille Durand, ce drame reste indélébile. Ça va nous marquer à vie parce que déjà Loïc, en faisant ce genre de choses, a détruit nos vies. On vivra jamais plus comme avant. Les fêtes de famille n'ont plus aucun sens à nos yeux. Elles n'ont plus lieu d'être, puisqu'il n'y a plus de famille. Et comme dirait mon mari, il n'a même plus de frères. Donc ouais, c'est dur. À Estelle, si jamais elle peut m'entendre là où elle est, je m'excuse déjà. Parce que j'ai pas peut-être géré comme il fallait. Étant l'aîné de la famille, j'aurais peut-être dû plus chapeauter ou je ne sais pas, prendre d'autres décisions. On était toujours contents de se voir et ça va nous manquer. Ça nous manque d'ailleurs. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.